C'est déjà la fin de l'année, les vacances commencent à partir de ce soir. Alors profitons-en dans le tram pour une petite mise au vert, pour quitter un petit peu l'effervescence de Bruxelles et de sa mobilité du quotidien. On va parler de la mobilité des vacances et pourquoi pas la tenter comme moi, avec son vélo pour arpenter les pistes cyclables un petit peu partout en Europe. Il y en a de plus en plus. Voilà un style de vacances, un style de voyage. Je vais vous en proposer un autre aussi ce soir, le train de nuit. On a beaucoup parlé ces dernières années du train de nuit. Il y a de nouvelles lignes qui ont été inaugurées à grand renfort de publicité et de marketing. Est-ce une vraie bonne alternative? Comment fonctionne le train de nuit en 2026 en Belgique et de manière générale partout en Europe? On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram un petit peu plus lentement. Aujourd'hui c'est la dernière avant les vacances et je me tourne vers vous, Fabien Pirard. Bonsoir, vous avez lancé Railtrip qui est une agence de voyage en train. Alors je vous pose une question facile, le train c'est la meilleure manière de partir en voyage, de partir en vacances? Le train c'est la meilleure manière de voyager. Ensemble, en pouvant se voir tous ensemble, en pouvant partager des moments ensemble, en pouvant discuter, en pouvant jouer, en se voit face à face. Quand on part en voiture, on se tourne le dos, on est attaché. Quand on est en train, on parle, on lit, on partage. Alors on partage des souvenirs, on partage des paysages. Voilà, on joue, on s'amuse. Donc c'est une belle façon de voyager. Ce sont des beaux arguments. Même le train international, on sait que parfois c'est un petit peu compliqué. Un bête argument, quand on va sur un autre réseau, il y a un petit problème de correspondance. Malheureusement, on n'est pas remboursé comme on peut l'être quand il y a des correspondances en avion, par exemple. C'est quand même un gros point négatif. Je vous provoque un petit peu. Disons que quand on part en voyage, si on arrive 5 ou 10 minutes en retard, ce n'est pas très grave. On a un peu plus de paysages, on a participé, etc. Donc il faut prévoir effectivement suffisamment de temps pour changer de train dans certaines gares. C'est des gares qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc en prenant un petit peu nos aises, en nous permettant de goûter la gastronomie locale, de prendre une demi-heure, une heure pour visiter la ville. On arrive en centre-ville aussi, donc on peut sortir de la gare. Donc oui, un peu de temps, il faut voyager lentement et on voyage mieux. Comment le train international pourrait fonctionner mieux? Quels sont un petit peu les arguments que devraient avancer les États, par exemple, ou les opérateurs pour que tout ça fonctionne mieux? Alors du coup, je trouve qu'il fonctionne de mieux en mieux. De nombreuses lignes de train réouvrent, nous donnent l'opportunité, nous, à Bruxelles, de pouvoir voyager avec une ligne directe vers Prague, une ligne directe vers Vienne, une ligne directe vers Milan, le lac de Côme, Zurich. Donc on a beaucoup d'opportunités. Et donc, ce sont de nouvelles lignes, ça. On a eu beaucoup de pubs par rapport au train ces dernières années avec les mobilisations climat. Maintenant, les mobilisations climat, elles sont un petit peu moins à l'agenda de l'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est la réalité, il y a encore de nouvelles lignes qui ouvrent ces dernières années. Bien sûr, la demande est croissante. Il y a vraiment beaucoup de gens qui le demandent. Il y a plus de demandes que d'offres, pour les trains de nuit en tout cas. Donc il y a des compagnies plutôt internationales ou même des compagnies privées qui réouvrent des lignes. Et le public est vraiment attentif à ces nouvelles lignes. Mais il faut... Pas parce qu'il y a une ligne de train qu'on sait facilement l'utiliser. Il faut créer l'imaginaire, il faut créer l'envie d'y aller. Il faut dire attention, ce serait vraiment très intéressant d'aller visiter le lac de Côme, de voir les montagnes, de traverser les Dolomites en train, de parcourir des trains où vous pouvez voir de la neige ou des aurores boréales dans le train de nuit. Voilà. Créer l'imaginaire, c'est notre métier. On a l'impression que c'est cher parfois. Évidemment, si on prend en comparatif les compagnies à bas coût, ça l'est probablement, mais est-ce que c'est cher de manière générale le train? Alors ça dépend. En famille, moi je trouve que ce n'est pas vraiment cher. Un train de nuit, on tourne aux alentours de 350, 400 € la nuit pour un compartiment. Si vous divisez ça par 4 ou 5 personnes dans une famille, que vous avez le petit déjeuner, la nuit d'hôtel et le trajet et aussi l'expérience de prendre son petit déjeuner en arrivant en Écosse dans un train panoramique, cette expérience-là, sincèrement, elle n'est pas si chère si on comptabilise tout ce qu'on dépense avant et après quand on va d'un aéroport à un autre. Vous avez parlé du train de nuit, là aussi ça fonctionne bien. Je voyais des coups de pub, nous en tant que journalistes on reçoit de temps en temps des communiqués de presse avec des gros coups de pub, des gros coups marketing sur des nouvelles lignes qui ouvrent. On a parlé de Vienne, vous l'avez évoqué notamment, oui. C'est des lignes qui fonctionnent bien, qui fonctionnent à quelle fréquence depuis Bruxelles? Alors généralement, la ligne de train vers Vienne c'est 3 fois par semaine.
Celle de Berlin, c'est presque tous les jours, c'est 6 fois par semaine. Prague, c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine également pour Milan à partir du 15 septembre. Donc oui, ça fonctionne. On a arrêté la ligne de train Paris-Vienne, mais celle de Bruxelles, elle est toujours bien active, donc c'est qu'elle marche. Et alors, l'épicentre, en quelque sorte, c'est vers l'Est, comme ce que vous expliquez. L'Est de l'Europe, c'est un petit peu l'épicentre du train de nuit? Alors oui, Munich et Vienne sont vraiment des hubs ferroviaires, même si je trouve que Bruxelles est quand même un beau hub ferroviaire. Mais de Munich, on peut partir vers Rome, on peut partir vers Budapest, on peut partir vers Zagreb, Ljubljana. Donc il y a vraiment, ça ouvre encore la carte de l'Europe très proche de nous. Qu'est-ce qui explique que l'Est de l'Europe soit le centre névralgique du train de nuit? Le développement moins fort dans ces pays-là du train à grande vitesse, comme on a eu vraiment à l'Europe de l'Ouest, vraiment beaucoup de TGV, beaucoup de trains rapides, qui ont un peu coupé nos lignes historiques de train de nuit, parce qu'elles ont pris la place, elles ont été un peu plus vite, et donc elles ont perdu un peu de leur superbe. C'est quoi le matériel roulant? Est-ce que ce sont des wagons relativement neufs, ou alors c'est des wagons qui ont été récupérés d'il y a 20, 30, 40, 50 ans pour certains? Alors on a un peu de tout, ça dépend des lignes de train. Il y a effectivement il y a des lignes de train qui sont un peu plus vieillottes, mais il y a des lignes de train qui sont extrêmement qualitatives avec du tout nouveau matériel. Amsterdam, qui n'est pas très loin de Bruxelles, jusqu'à Innsbruck, c'est du tout nouveau matériel. Ma ligne de train préférée, celle qui part de Londres et qui va dans les Highlands, est une toute nouvelle ligne de train excessivement magnifique, oui, en Écosse. Les lignes en Finlande, elles ont des restaurants à l'intérieur, elles ont des plaines de jeux à l'intérieur, donc c'est vraiment extrêmement confortable. Vous avez des conseils en tant qu'utilisateur, en tant que voyageur, pour choisir un bon trajet, choisir un bon moment où réserver en fin du mois de juin? Est-ce que c'est encore une bonne période pour réserver des lignes de train? Alors oui, c'est vraiment un peu le last minute, juin pour l'été, mais on doit vraiment profiter de nos week-ends à la Toussaint, de nos week-ends à Pâques ou Carnaval, parce que c'est des chouettes créneaux pour voyager en Europe. Pour s'y prendre quand même un peu à l'avance, genre 3 à 6 mois à l'avance pour réserver un train de nuit. C'est pas un an à l'avance comme d'autres transports, mais c'est vraiment 3 à 6 mois, c'est très bien. Et alors ça se passe comment? C'est des cabines de combien de personnes? En fonction de ça, les prix dépendent, je suppose. Alors voilà, on a des cabines plutôt familiales, ça va de 4 à 6 personnes avec 2 fois 3 lits superposés. C'est plutôt en mode couchette. Et puis on a aussi des compartiments sleeper, ça s'appelle, c'est 2 ou 3 couchettes avec des vrais matelas. Et là c'est plus pour des couples un peu nostalgiques du train des années 80-90. Allez, on s'imagine déjà. Merci Fabien. Et dans les prochaines secondes, on va parler un petit peu de d'où planter sa tente, parce que si on voyage en train, pourquoi pas prendre possession d'un jardin, et on en parle tout de suite. C'est peut-être pas la meilleure météo pour planter sa tente, vous le voyez, le tram fend la pluie, mais on va quand même en parler avec vous, Manon Brulard. Vous avez lancé Welcome in My Garden depuis quelques années déjà. En quelques mots, c'est quoi Welcome in My Garden? Alors, Welcome to My Garden, c'est un réseau de citoyens et de citoyennes qui ouvrent leur jardin pour que quand vous voyagez à vélo ou à pied, de manière non motorisée, vous puissiez y aller camper gratuitement pour la nuit. Welcome to My Garden, ouais, pas in My Garden. Et donc en fait, il y a une plateforme, un site, il y a aussi une app depuis peu. On peut regarder un petit peu en fait où est-ce qu'on peut planter sa tente quand on fait du slow travel. Donc c'est pas destiné à tout le monde. Il y a certains critères en quelque sorte, c'est une communauté. Voilà, c'est une communauté, donc les voyageurs sont tous des voyageurs lents ou des voyageuses lentes, et donc c'est l'idée qu'on voyage à pied, à vélo. On a beaucoup de gens créatifs qui voyagent avec un âne, en kayak, etc. Donc l'idée que ce soit non motorisé, donc pas en voiture. Et alors sur le site, vous allez pouvoir voir les itinéraires de longue distance à pied ou à vélo, et puis le long des routes, voir les autres qui ouvrent leur jardin pour y planter la tente. Et il y a des jardins en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre. Il y en a 10 000, c'est ça? On est presque à 10 000, on a 9 400 plus ou moins maintenant. Ouais. Et ouais. Quoi, l'idée part d'il y a plusieurs années, comment c'est parti déjà?
Alors c'est parti, on a fait Bruxelles-Tokyo à vélo en 2019, donc on a été accueillis par beaucoup de gens sur la route. Et en rentrant, Covid est arrivé, on était chez les parents de Driss, mon compagnon qui habite à 10 km du nord de Bruxelles. Et donc là, Driss, il a eu l'idée de dire aux gens, si vous voyagez à pied à vélo, venez camper ici pour la nuit. On a fait une bête carte sur Internet et on l'a partagée et on disait, il va y avoir 40-50 personnes, sauf qu'il y avait 50 personnes en 2 heures. Et puis en 2 semaines, il y en avait 500. Et puis l'enthousiasme a continué à faire son petit bout de chemin en Europe et on est presque à 10 000 jardins en Europe. Et ce voyage à Tokyo, justement, vous en avez un film dont on voit quelques images. C'est un peu ça, Laure, l'origine de Welcome to My Garden. Oui, bien sûr, c'est vraiment la gratitude, le fait de se rendre compte que la majorité des gens sont hyper bienveillants. On a été accueillis dans énormément de familles et c'est ça qu'on a voulu aussi pouvoir remettre dans la société en rentrant et pouvoir recréer du lien où parfois il n'y a plus beaucoup de liens. Et donc en fait, Welcome to My Garden, ça permet de voyager de manière durable, mais ça permet aussi de refaire des rencontres sociales et de refaire des nouvelles rencontres parce que finalement, un jardin, il est là, il n'y a rien à préparer. Et puis les voyageurs viennent avec les histoires de leur voyage pour les partager avec les autres pour la soirée. Donc il y en a presque dans le centre de Bruxelles, hein. Je voyais, il y a par exemple des jardins à Saint-Josse, qui n'est pas connu pour avoir énormément de jardins. Ouais. Et en fait, quand on déscrolle en quelque sorte, on arrive à l'échelle belge, à l'échelle européenne. Et puis en fait, quand on voit la carte du monde, on voit qu'il y en a en fait quasi partout. Ah oui, on en a même quasi une trentaine en Nouvelle-Zélande maintenant, parce qu'en fait c'est des Néo-Zélandais. Comment ça se fait Des gens qui viennent voyager, qui viennent voyager en Belgique, et puis en Belgique, en France, etc. Et puis qui ramènent l'idée en Nouvelle-Zélande et qui ouvrent leur jardin là-bas. Vous avez utilisé cette plateforme pour après faire d'autres projets, expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Oui, alors nous, notre mission, c'est vraiment de rendre le voyage lent, le slow travel, on appelle ça, plus accessible, de permettre à plus de gens de commencer à le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder, qui se disent « Ah, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être quelque chose pour moi, mais j'ose pas ». Et donc, on a fait par exemple le Slow Travel Pass, où là, on a une collection de 25 itinéraires où on peut facilement partir de quelques jours avant pour planifier. Tout est planifié pour soi. Et il faut juste après soi-même demander pour l'autre Welcome to My Garden ou pour l'hôtel qu'on va réserver. Mais les itinéraires avec les points d'intérêt sont déjà travaillés. Concrètement, comment ça se passe? On vous contacte, on va sur le site par exemple, on clique par rapport à ces Travel Pass. Ouais. Et c'est vous qui concoctez un itinéraire, c'est ça? Non, ça c'est déjà une collection qui est déjà fixe. Ouais. Donc ça c'est le slowtravelpass.com. Et alors si vous allez sur le site, vous pouvez simplement acheter la collection et puis faire les trips que vous souhaitez faire quand vous souhaitez les faire. Il y a une application maintenant, c'est ça? Pour Welcome to My Garden, il y a une application que vous pouvez trouver sur le App Store ou sur le Google Play Store. Et ça permet de contacter les autres très facilement en étant à pied ou à vélo. Voilà, parfait. Voilà. Merci à vous, Manon. Voilà quelques conseils pour terminer l'année. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Manon. Merci aussi à Loïc, à Corinne et à François qui font rouler le tram chaque semaine. On se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve en septembre, même heure, même tram. Excellente soirée.